Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info, la première de septembre. Voici les titres de votre journal. Un nouveau navire vient d'amarrer dans le port de Monaco. Il se prénomme Ocean Explorer et repousse les limites de la découverte. Plus de détails à suivre dans quelques instants. Nous nous intéresserons ce soir aux dangers d'Internet et des réseaux sociaux sur les enfants. Peut-on laisser les plus jeunes surfer sans crainte? Et quels sont les bons réflexes à avoir? La psychologue Sabine Ries nous éclairera à ce sujet. Les enfants justement qui reprendront le chemin de l'école lundi en principauté. À l'aube du retour des élèves, les établissements scolaires ont profité des vacances pour se refaire une beauté. Puis nous reviendrons également sur la défaite hier soir de l'AS Monaco face à Troyes. Le directeur sportif du club, Paul Mitchell, s'est exprimé sur les décisions arbitrales. Nous l'écouterons. Et nous dévoilerons les secrets de fabrication du coffret Hommage au Prince Albert Ier par l'Office des Timbres. Un reportage qui nous emmènera en Dordogne. Après le porte-hélicoptère Tonnerre, un nouveau navire, lui aussi très imposant, vient de faire escale en principauté. Ocean Explorer est un navire de recherche scientifique dédié à l'exploration des océans. Embarquement immédiat avec Frédéric Hélion, Sylvain Péroumal et Louis Borgia, qui ont le privilège de monter à bord. Rendre l'océan accessible au monde entier, faire avancer la recherche océanique et sensibiliser le grand public sur la nécessité de préserver nos mers et océans, une vision commune partagée par la Fondation Prince Albert de Monaco et OceanX, afin de célébrer le partenariat de longue date établi entre les deux organisations. Le navire de recherche scientifique Ocean Explorer a fait escale à Monaco pendant 2 jours. Un bateau de 87 mètres, utilisé auparavant comme navire d'assistance aux plateformes pétrolières, racheté par OceanX en 2018 et qui, depuis sa mise en service en 2020, a une mission principale, aider les scientifiques à explorer les océans et les faire découvrir au monde entier. In advance of any potential expedition, we reach out to the countries, we reach out to the scientists within the country. We're doing that now for next year, a year away. And we say to you, we have this platform, we have this floating research institution and movie studio. What would you like? What would your scientists, what would you like? And we collect ideas and we offer it to the country to utilize it in the means that they would like. So what kind of data would you like to collect? And then we collect the data over a period of time and we hand it all to the country, all the samples, all the data, and say, please, use that data in a way that helps the world. En plus de l'équipage de 30 personnes, Ocean Explorer peut accueillir jusqu'à 40 scientifiques et vidéastes à bord. Sur le bateau, plusieurs robots sous-marins, téléopérés ou autonomes, capables de descendre à 1000 ou 6000 mètres de profondeur. 4 laboratoires pour analyser toutes les données, une salle de contrôle pour les opérations sous-marines, un media center et une salle pour des conférences et réunions interactives. L'un des credos d'OceanX, remettre l'humain dans l'eau pour parfaire sa connaissance des océans. We have a lot of robots on board to explore dangerous areas, but although it's dangerous and difficult to put humans in the water, we do it in the safest way possible. But there's nothing like the human experience. There's nothing like putting 2 human eyes onto what's going on underwater. So behind us is a 1,000-meter submersible that's fitted for media and fitted for science. We have 2 of those on board. They dive together. And we bring people who've studied these parts of the ocean for their entire life, have never seen it. They go down and suddenly the revelations come off in their head. La recherche sous-marine ne s'effectue pas seulement sous l'eau. Un hélideck est situé en haut du navire avec un hélicoptère d'expédition. Et l'Ocean Explorer vogue déjà vers de nouvelles aventures pour poursuivre ses missions. Une question à présent. Quelle place accorder aux réseaux sociaux et à Internet dans la vie de nos enfants? Quels sont les risques et comment les prévenir? C'est en ce sens qu'Action Innocence Monaco intervient tout au long de l'année auprès des enfants, mais aussi des parents. Pour évoquer ce sujet de société ô combien important, nous sommes avec Sabine Ries. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue et vous intervenez régulièrement pour Action Innocence. Les réseaux sociaux sont-ils une menace pour nos enfants? Ça dépend comment on envisage le problème. Dans la mesure où c'est une composante contemporaine, maintenant qu'on ne peut pas nier, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Les ados, les enfants même, les utilisent couramment. Il faut juste savoir comment les intégrer à notre vie pour que ça ne soit pas ni un palliatif, ni une compensation de quelque chose qui est défaillant ailleurs.
Donc en fait, les réseaux sociaux, si on en a une utilisation régulée, accompagnée, notamment dans le cadre des jeunes enfants, un accompagnement parental notamment, ils ne représentent pas un problème en eux-mêmes. C'est un nouvel espace ludique de divertissement, de mise en relation, de créativité. Là où ça peut poser une difficulté, c'est quand ça vient prendre trop de place, que c'est pas accompagné, que c'est dérégulé, et que donc on laisse les enfants seuls, les enfants et les adolescents seuls face à certains dangers qui peuvent être la cyberprédation, l'addiction, l'hypersexualisation précoce, l'accès à des contenus choquants, le cyberharcèlement évidemment. Donc voilà, c'est une histoire de régulation et d'accompagnement et de réflexion sur la place qu'on laisse à ces réseaux sociaux dans la vie de nos jeunes. Justement, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents pour réguler cet usage ? D'une part, laisser toujours la possibilité, sans jugement, que l'enfant vienne se confier à vous, parents, pour qu'il vienne un petit peu exposer ce qui peut faire difficulté, ce à quoi il est confronté, ce qu'il visionne, ce qu'il questionne, ce qui le perturbe. Et puis d'autre part, toujours aussi laisser entendre à l'enfant qu'il doit être accompagné. Les réseaux sociaux, notamment, on le sait assez peu, mais c'est 13 ans. Avant 13 ans, normalement, ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas avoir accès aux réseaux sociaux. Donc c'est pour dire aussi qu'il faut une certaine maturité. Majoritairement, les enfants ont grandi avec Internet. Ils sont nés avec Internet. Ça a changé aussi notre mode de dialoguer avec eux, de converser, de communiquer. Sur les réseaux sociaux, notamment, on voit qu'il y a effectivement une manière d'appréhender l'autre qui est forcément un peu distordue. Donc, on a plus facilement recours à l'insulte, par exemple. On a moins conscience, en tout cas, on mesure moins l'impact affectif que certaines paroles ont sur l'autre parce qu'il y a cet écran qui fait vraiment écran entre soi et l'autre. Donc voilà, donc entre enfants, entre pairs, il y a des espaces comme ça dans le champ numérique qui peuvent laisser la place à des manières de communiquer et d'entrer en relation qui sont pathogènes, voire pathologiques, oui. Donc, mais en tout cas, dans l'immense majorité des cas, les enfants continuent de communiquer tout à fait normalement les uns avec les autres et entre adultes et enfants. Là, avec la rentrée scolaire, Sabine Ries, il va falloir être beaucoup plus attentif. Les enfants vont sûrement passer beaucoup plus de temps sur leur écran que pendant les vacances scolaires. Oui, bien sûr. Donc après, nous, les retours qu'on a, puisqu'on fait des statistiques à chaque fois en fonction des tranches d'âge et des classes dans lesquelles on intervient, on voit que tous ceux qu'on repérait baissent en âge, c'est-à-dire les préventions et les problématiques qu'on identifiait par exemple pour de la 6e, maintenant on la rencontre pour de la 8e, enfin voilà, donc effectivement il y a une place qui est de plus en plus grande laissée aux réseaux sociaux. Effectivement il y a toute une vie scolaire qui passe aussi par le numérique, le cyberharcèlement peut en être une des expressions malheureusement, sur TikTok, sur Instagram avec les groupes classes. Donc effectivement, souvent c'est encore une fois une problématique de régulation. C'est des hordes d'enfants qui s'autorégulent, qui s'intergèrent et qui malheureusement dans ce huis clos des réseaux sociaux peuvent parfois entrer dans certaines dérives les uns avec les autres. On parle des enfants, mais les parents aussi ont souvent ce réflexe de poster une photo de leurs enfants, par exemple, le jour de la rentrée scolaire. Comment utiliser les réseaux sans crainte ? L'enfant a quand même un droit à l'image. Donc voilà, il y a toujours une réflexion à avoir sur ce que ça expose de lui, sur ce que ça dit de la relation parent-enfant aussi. Voilà, donc ça se fait aussi, je pense, ça doit se faire dans quelque chose qui est pensé en commun avec l'enfant, qui est accepté par l'enfant, parce que ça peut être mal vécu d'être exposé par ses parents. Et puis après, il y a effectivement une histoire de mesure. Si on a des comptes de parents, de jeunes mamans notamment, en tout cas de jeunes parents, où il y a des centaines de photos de bébés, de leurs bébés, de leurs nourrissons, où tout est exposé. Et donc ça pose les bases en fait de l'histoire de cet enfant, c'est-à-dire que d'emblée elle est mise sur les réseaux. Donc c'est pas un danger en soi, mais toute une histoire de réflexion, de régulation et de protection de l'image de son enfant.
Rassurez-nous, Sabine Ries, on peut quand même trouver du positif dans l'usage des réseaux sociaux et d'Internet. Ce n'est pas les seuls espaces de la vie des enfants et des adolescents qui présentent des risques. Il faut en avoir conscience, il faut en avoir une utilisation intelligente. Et au contraire, c'est des domaines qui peuvent être très porteurs, où des gens parviennent à davantage s'exprimer, davantage à créer, davantage à entrer en communication les uns avec les autres. Ça peut être des espaces ludiques, de divertissement, d'enrichissement personnel même, parce qu'il y a tous les comportements humains ont leur pendant numérique maintenant. Donc ça fait partie de la vie quotidienne actuelle. Et il faut savoir l'intégrer de façon raisonnée et non pathogène, entre guillemets, en tout cas limiter les dérives qui peuvent exister. Bien, merci beaucoup Sabine Ries. On rappelle que vous êtes psychologue et que vous intervenez régulièrement au nom d'Action Innocence. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Et nous évoquions la rentrée avec Sabine Ries. Alors que les élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui en France, les Monégasques ont quelques jours de répit. Ils feront leur rentrée lundi. Pour les accueillir dans les meilleures conditions, les établissements scolaires ont profité des vacances pour faire un petit rafraîchissement. Illustration dans ce reportage de Frédéric Elion et de Julien Laugier. À 10 jours de la rentrée scolaire en Principauté, c'est déjà l'effervescence dans certains établissements. Afin d'accueillir les élèves dans des conditions optimales, de nombreux travaux sont effectués comme chaque été, notamment du côté de l'école FANB où 440 enfants sont attendus pour la rentrée. Cette année, nous avons essentiellement fait des mises aux normes PMR pour les personnes à mobilité réduite en remplaçant l'ascenseur et en créant des sanitaires plus spacieux. Ces travaux ont débuté début juillet et se sont terminés fin août. Et une pergola a également été fabriquée et posée sur la toiture terrasse du R+2 afin d'avoir une zone d'ombre pour les élèves. Certaines classes ont été repeintes. Les travaux concernant le nouvel ascenseur seront terminés en décembre. De l'autre côté de la rue, au lycée Albert Ier, plusieurs aménagements ont également été réalisés. Au lycée Albert Ier, nous avons fait deux types de travaux différents. Un premier volet qui sont des travaux de logistique, de gros entretiens généraux. C'est-à-dire on a fait de la rénovation de toilettes, on a réorganisé les sous-sols, on a rénové les vestiaires du personnel. Et le deuxième volet, plus sur la transition énergétique. Donc on a isolé thermiquement la toiture du self et posé des panneaux photovoltaïques en toiture qui sont de la même couleur que les tuiles. Il y a une vraie volonté de la part du gouvernement d'équiper les toitures bien exposées des établissements scolaires de panneaux photovoltaïques. On en retrouve à l'école FANB, au lycée Albert Ier, mais aussi à l'école Saint-Charles avec une surface de 412 mètres carrés qui permet de produire environ 15% des besoins électriques de l'établissement. Et sachez que demain, nous recevrons la commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, pour évoquer ensemble la rentrée scolaire à Monaco. Football à présent, l'AS Monaco s'est incliné hier face à Troyes, 4-2 au Stade Louis II. Les Rouges et Blancs sont actuellement 16e du championnat avec 5 points. Mais ce que l'on retiendra de cette soirée, ce sont les décisions de l'arbitre Rudy Buquet. Un pénalty discutable accordé à Troyes, puis un deuxième carton jaune pour Maripane, synonyme d'exclusion. Deux faits de jeu qui ont changé la physionomie du match selon Philippe Clément. Pour la 3e fois de la saison, l'AS Monaco termine une rencontre en infériorité numérique, mais c'est avant tout les décisions arbitrales qui sont pointées du doigt. Ferrari hier, Paul Mitchell, directeur sportif du club, s'est présenté en zone mixte. Il n'a pas pour habitude de s'exprimer après les soirs de match, mais il a tenu à réagir sur la prestation de Rudy Buquet, mais aussi sur les autres faits de match qui ont porté préjudice à Monaco depuis le début de la saison. I'm upset with many things this evening, to be totally honest. I think one of the outstanding thoughts is definitely some of the decisions. It's becoming too consistent. It seems like it's always us on the wrong side of every decision that goes on. Once again, 2 red cards in the last 4 games, both very debatable, big penalty decisions, and all we're asking for is consistency. You know, if the consistent decision is you send someone off because they raise their arm and there's a slight contact,
and then Neymar goes with an elbow into our player in Paris in the week, then there's no consistency, and that's all we're asking for. Fairness, consistency. We've reached out to the referee association by a written letter this week. We reached out by the press conference to say that we're open to discuss. Some of us are ex-players, some of us are in this game a long time. I'm sure we can bring value. And it feels like it's not wanted. And then when you get decisions like we had against us this evening, then of course we're disappointed and we're angry and we're upset. Et si Paul Mitchell était remonté en zone mixte, comme vous venez de le voir, Philippe Clément a modéré sa colère en conférence de presse, même si c'est l'incompréhension qui domine. L'entraîneur de l'AS Monaco s'est dit frustré. Il faut que les règles soient claires et savoir quelles actions valent un carton jaune ou un penalty, a-t-il déclaré. Prochain match pour les Rouges et Blancs, dimanche, avec le derby de la Côte d'Azur, Nice-Monaco. Dans un tout autre domaine, Monaco Info vous dévoile ce soir les secrets de fabrication des timbres. Le saviez-vous? C'est à Boulazac, en Dordogne, que sont édités les timbres de la Poste française, mais aussi ceux de la Principauté. Fabien Bonilla s'est rendu sur place avec Olivier Bonello pour suivre la conception d'une nouvelle série consacrée au prince Albert Ier. C'est dans ce bâtiment de 27 000 m² employant près de 400 personnes que l'Office des émissions de timbres-poste de Monaco a l'habitude de faire imprimer régulièrement les timbres de la Principauté. Eh bien, la directrice de cet office monégasque s'est déplacée ce mercredi à Boulazac pour s'entretenir avec les responsables de cette imprimerie appartenant au groupe La Poste. L'occasion également de signer sur place le bon à rouler du futur coffret en hommage au centenaire de la disparition du prince Albert Ier qui sortira lors du prochain salon Monacophile du 24 au 26 novembre. C'est un coffret qui sera édité à 2600 exemplaires, donc un produit exclusif, mis en vente seulement pendant Monacophile. Le coffret comprendra donc cette affiche au format 22-28 cm et qui reprend un grand portrait d'Albert Ier. Et 4 timbres qui ont déjà été émis par le passé sur cette thématique d'Albert Ier. Après la signature du bon à rouler, les machines ont été mises en route pour l'impression de ces 2600 exemplaires. Des affiches qui seront par la suite scrutées dans les moindres détails par des pupilles expertes. On regarde si la perfo est bien en place, si le visuel, s'il n'y a pas de repérage, les numéros, des pointes, des taches. Le recto, le verso aussi, voilà. C'est compliqué? Je dirais pas que c'est compliqué, mais ça demande quand même de l'attention, beaucoup d'attention. L'imprimerie Fil à Poste est située à Boulazac depuis 1970. Cette filiale de la Poste française édite des timbres pour de nombreux pays. Chaque année, ce sont par exemple 1,3 milliard de timbres courants par an et 640 millions de timbres commémoratifs à travers le monde. Cette imprimerie réalise également des documents sécurisés comme les passeports, des visas ou des timbres fiscaux. Peu importe la commande, chaque dossier a sa particularité, comme pour ce coffret Albert Ier. La complexité, elle réside essentiellement dans le fait qu'il fallait combiner des produits anciens, des timbres anciens, qu'il fallait retravailler, avec un fond de maquette qui, lui, est nouveau. Donc l'assemblage de ces différents éléments techniques est un exercice difficile. Et puis la complexité technique, elle vient également des formats, c'est-à-dire on doit associer sur une même affiche une image qui est en très grand format, le fond, avec des images de timbres qui sont en très petit format, tout en gardant une certaine cohérence esthétique à tous ces éléments. Après l'impression de cette affiche commémorative, le coffret final sera assemblé et présenté exclusivement lors du salon Monacophile en novembre. Le montant de ce coffret reste encore à définir, mais sera vendu probablement entre 45 et 50 €. Voilà, vous savez désormais tout sur la conception de ce coffret hommage au prince Albert Ier, édité à l'occasion de la commémoration du centenaire de sa disparition. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra, quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La journée de vendredi sera mitigée. Une matinée plutôt ensoleillée, mais le temps va se gâter dans l'après-midi. Le ciel restera globalement couvert sur l'ensemble de la journée et un risque d'orage à 60% est prévu. Au niveau des températures, il fera entre 20 et 25 degrés. Le soleil se couchera à 20h07. Le 2 septembre, nous fêterons l'Ingrid.
Merci Alexandra, ainsi s'achève cette édition que vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube. On se quitte en images avec les photos de Michael Alesi qui a pu constater que l'été et la farniente sont toujours à l'ordre du jour, même si nous avons changé de mois. Le plaisir de vivre au bord de la Méditerranée. Excellente soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.